Chapitre 3. Nanterre. Pressé de retrouver son loft, qui était tout sauf douillet, Jean-Jacques Vallée poussait ferme sa trottinette électrique, qui peinait sur une déclivité pourtant raisonnable pour d'autres moyens de locomotion. Inconditionnel de l'écologie, féru d'effets de serre, fervent défenseur du silence et de la paix dans les villes, un rien sportif de l'extrême à ses heures perdues, Jean-Jacques croyait au destin, à la volonté, aux mathématiques, à la capacité des êtres humains à dominer la science et à la valeur salvatrice du rire. Pour l'heure, il était alarmé par une impression réflexe, un sentiment presque incongru d'être suivi. Cela le rendait mal à l'aise. On ne voulait tout de même pas lui piquer sa trottinette. Originale, certes, mais pas d'une valeur transcendante. Il chassa rapidement cette sensation de son esprit, d'autant plus qu'il était bien incapable de dire ce qu'il la lui avait donné. C'était plus la perception d'un regard posé dans son dos qui lui faisait penser cela. Laure, son employeur, l'avait toujours impressionné. Cette fille d'un magnat de l'ameublement d'une quarantaine d'années avait reçu une éducation hors pair. Par-dessus tout, elle l'avait parfaitement assimilé et s'était forgé une personnalité d'exception qui lui avait permis une ascension professionnelle fulgurante. Immergée dès le berceau dans le monde de la finance, elle avait naturellement, à la force du poignet, sans l'aide de papa, constitué sa propre entreprise de cosmétiques et l'avait tissée à son niveau actuel. Il sortait d'une réunion de travail avec elle, où il avait été, comme d'habitude, admiratif, attentif, concentré. « Mon équipe est tout à fait en phase avec vos objectifs », avait-il conclu. « Au rythme où nous allons, je serai à même, avant la fin du mois, de vous confirmer l'innocuité totale des composants de ces nouveaux cosmétiques et de l'association de ceux-ci entre eux. Pour ce qui est de leur efficacité, des années de recherche sont en train d'aboutir. » Bien, c'est tout ce que je voulais entendre. Nous comptons beaucoup sur cette nouvelle gamme pour assurer la rentrée. J'ai un conseil d'administration avant l'été. Je veux pouvoir y arriver armé, dit-elle en se levant. Vous le serez, Laure. Comptez sur nous. Lorsqu'il lui avait serré la main, il avait à nouveau ressenti ce courant qui passait entre eux. Une sorte d'osmose physique, dont Jean-Jacques savait qu'elle resterait perpétuellement larvée et ne serait jamais explorée, tant le risque était grand de briser le mystère de ce contact sublime. Ingénieur chimiste, agréé de mathématiques appliquées, plutôt doué en informatique, travaillant d'arrache-pied dans l'entreprise Laure Gauthier à la conception de produits dérivés entrant dans la fabrication des cosmétiques, il passait le plus clair de son temps à bidouiller dans son loft, acquis quelques années auparavant en limite de Puteaux, dans une zone dont il espérait qu'elle ne serait jamais rénovée. D'abord parce qu'il n'y avait jamais de panne d'électricité, jamais de grève, jamais de saute brusque de courant. Pour cause d'hôpital à proximité, EDF faisait ce qu'il fallait pour mériter son ciel, en évitant de tuer les malades en besoin généralement urgent de machinerie sophistiquée. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que les syndicats soient d'humeur chagrine, Jean-Jacques pouvait poursuivre ses indispensables expériences. De plus, il disposait de beaucoup de place et de crochets partout dans cet ancien atelier, de pièces nombreuses et vastes, d'un sous-sol très accessible, de lumière venue surtout des verrières dans la toiture, bien crue, bien blanche. Il avait observé aussi qu'au centre du loft, une ancienne réserve sans fenêtre faisait une sorte de cage de Faraday, propice à certains de ses travaux sur la propagation des ondes. Enfin, argument non négligeable, cette tanière n'attirait aucunement les femmes. Non pas que Jean-Jacques soit misogyne, quoique, ni homosexuel, mais parce qu'il ne voulait pas à ce stade risquer qu'une belle inconnue s'attachât à lui au point de ne plus vouloir quitter la place. Ses contacts féminins étaient merveilleux, répétés, joyeux, mais il désirait rester célibataire, pour l'instant du moins. La rage de trouver, de comprendre, de construire et de développer dévorait tout son temps, lui laissait de moins en moins de loisirs. D'échec en échec, il avait même réussi à faire progresser une théorie jusqu'à l'explosion un beau jour. L'explosion d'une petite quantité d'eau dans un cylindre qui provoqua le mouvement tant désiré. Il avait 100 fois recommencé, parfait, calculé et tracé jusqu'à ce que tout soit coordonné à la perfection, que tout tourne avec une puissance raisonnable d'un quart de cheval dans les normes actuelles. Le trait de génie avait été l'utilisation d'un catalyseur issu de plantes, trouvé presque fortuitement au cours de son travail chez Laure Gauthier, couplé à l'addition partielle d'hydrogène pour démarrer le processus. Essayé par acquis de conscience, cette formule fut bénie depuis. Il en était resté lui-même ébahi. Un moteur haut hydrogène avec un rendement pareil, de quoi supprimer une bonne partie de la pollution en ville et sur les routes, de quoi se libérer des contraintes de la recherche pétrolière avec son lot de guerres et de révolutions fomentées. Il en était persuadé dans le but d'acquérir à bon compte les richesses dont regorgeait le sous-sol des pays en question. Le monde entier pourrait se calmer. Le Moyen-Orient, les républiques d'Asie centrale susciteraient peut-être moins de convoitises.
Moins d'argent facile signifierait probablement plus de démocratie pour un grand nombre de contrées actuellement sous le joug de despotes profiteurs et des économies pour tous dans les pays plus civilisés. Une fois arrivé à ce niveau de réflexion, la tête de Jean-Jacques commençait immanquablement à enfler. Dans ces cas-là, il reprenait sa trottinette pour aller faire un tour, ce qui ramenait les choses à leur juste proportion. La balade le remettait à sa place d'ingénieur écolo, cherchant comme tout le monde à s'en sortir et à améliorer sa vie. Ce soir-là, tout en supputant ses chances d'intéresser une grosse entreprise à cette invention porteuse de tous ses espoirs, il poussait vers la porte d'entrée sa planche à guidon qui avait horreur des marches d'escalier. Par routine, il jeta un coup d'œil à sa boîte aux lettres remplie de 14 prospectus, 2 factures et une lettre de société. Méthodiquement, il posa son courrier n'importe où, comme d'habitude, et remisa son cycle dans le placard ad hoc donnant sur le hall d'entrée en prenant soin de le brancher à l'équipement de recharge de la batterie. Après un passage par les toilettes, il se décida enfin à jeter la pub et à ouvrir les lettres, en commençant par la plus intrigante, celle d'une certaine société Trindex, aussi surprenante qu'inattendue. « C'est pas possible, dit-il au robinet de la cuisine en se servant un verre d'eau. Une société spécialisée dans le développement de nouvelles technologies dont il voyait le nom pour la première fois lui écrivait. Il était convié à un entretien. Passé la surprise, il finit par s'en tourmenter, craignant qu'une multinationale ne cherche à lui piquer son idée. Un flash d'inquiétude le tarauda. Il n'arrivait plus à maîtriser ses sentiments. Il avait un besoin immédiat et impérieux d'être rassuré par quelqu'un. « Quel est ton problème ?» avait répondu son ami Peter. « Tu seras toujours à temps de refuser la proposition si elle ne te convient pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui puissent prendre en charge un tel développement. BMW peut-être. Ils travaillent déjà sur un projet similaire. Ils n'exploitent cependant pas la même théorie et voudront probablement développer leur propre système. Tu tiens le bon bout, Gigi. Fonce !» D'un coup, il se dit qu'il suivrait ce conseil. Sur cette décision frappée au coin du bon sens, Valet, ne tenant plus en place, se retrouva seul sur le trottoir sans projet défini, la tête merveilleusement vide. Parfois, à la nuit tombée, libéré des nombreuses questions qu'il se posait sans cesse, une sorte d'instinct animal s'emparait de lui. Il s'était habitué depuis l'âge de 15 ans au regard que les filles portaient sur lui. Il se savait doté d'un physique à les faire fondre. Blond, les yeux bleus, les cheveux mi-longs, l'air constamment perdu. Il n'en jouait pas, du moins n'en avait-il pas l'impression. Mais à l'instar de très beaux garçons, il n'avait jamais eu à forcer son passage pour séduire une femme. Il s'en était suivi une certaine indolence de sa part, une tendance certaine à butiner ce que la nature lui prodiguait généreusement. Il en était conscient, vu la totale désorganisation de sa vie sentimentale, dans des soirées comme celle-ci, il se trouvait alors à hanter les bars des environs en quête d'aventure. Pour lors, il ne se sentait pas l'envie de traîner. Ce qu'il voulait, c'était du concret tout de suite. Et lorsqu'il était dans cet état d'esprit, l'image d'Evelyne envahissait toutes ses pensées. D'accord, Evelyne n'était pas la créature de rêve que l'on pourrait imaginer comme repos du guerrier pour le futur inventeur de renom, coqueluche des dames qu'il était. Mais à Nanterre, à cette période de l'année, une jeune créature de rêve ne couchait pas après une demi-heure de conversation dans un bar. Et quand une moins jeune créature, même si elle faisait moins bien rêver, vous accordait sa couche sans vous ennuyer avec ses problèmes, l'on était malvenu de critiquer son offrande sincère et ses orgasmes authentiques. Ce soir, il ferait tout pour lui donner l'amour qu'elle méritait largement, plus que toutes ces beautés plastiques trop sollicitées et plus habituées à prendre qu'à donner. Parole d'homme. Après 20 minutes d'une marche vivifiante durant lesquelles il eut encore par 2 fois l'impression angoissante d'être suivi, il sonna discrètement à la porte de son immeuble. Par l'interphone, Evelyne reconnut son compagnon préféré. Sans curiosité qu'il eût pu juger déplacée, elle le laissa entrer. « Pour une surprise, tu as pensé à moi, je suis contente. Bonjour Evelyne chérie. Tu sens bon. Ce soir, je n'ai pas pu résister au plaisir de te voir. Je suis tellement bien ici. Je sais que tu es bien quand tu viens chez moi, mais un jour tu ne reviendras plus. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment pourrais-je t'oublier, toi qui es si parfaite, si cool? Je le sais, c'est tout. Tu ne reviendras plus. Tu te marieras ou quelque chose. Dommage pour moi. Viens, entre. » Ce type la faisait littéralement craquer. Il la rendait folle. Depuis quelque temps, elle ne se reconnaissait plus. Elle l'avait rencontré chez des amis communs et avait tout de suite voulu l'avoir à elle. Elle avait bien vu qu'il ne comprenait rien aux femmes, que son esprit était ailleurs. Elle ne savait pas ce qu'il avait conquise. Sa beauté, son physique sportif, son air perdu, instantanément, elle n'avait plus voulu que lui. Elle avait senti dès l'abord qu'elle n'arriverait jamais à le rendre vraiment amoureux. Alors, pour ne pas le perdre, pour qu'il se souvienne d'elle et ne la traite pas comme une passade, elle lui avait donné ce qu'il était venu chercher.
une relation sexuelle débridée. Elle était devenue son étahir. Il ne pouvait pas la trahir. Elle acceptait tout. Elle ne cherchait jamais à savoir. Elle le prenait comme il venait. « Je le tiens par le ventre », se disait-elle sans illusion, un peu déçue d'elle-même, mais sans vouloir non plus que cela s'arrête. « Tu sais bien que je t'aime, toi », répondit Jean-Jacques en se faisant le plus câlin qu'il put. « Pas pour vivre ici tout le temps, mais en secret. La nuit, ce que l'on fait ensemble ne regarde personne. » Il n'aurait jamais pu partager sa vie avec elle. Ses nuits, oui, mais pas son monde, ses amis, ses autres pôles d'intérêt. Il aurait vite eu l'impression d'être pris au piège. Il se disait que la sorte de relation qu'il avait construite avec elle lui permettrait de rester complètement honnête, sans équivoque. Et il avait l'impression qu'Evelyne s'en accommodait très bien. Comme elle était déjà couchée à cette heure, elle fit à son amie de cœur une place confortable auprès d'elle dans son lit douillet. Elle savait que ces lignes douces apaisaient Jean-Jacques à chacune de ses visites. Il ne lui faisait aucune promesse, certes, mais se montrait chaque fois d'une grande prévenance et ne se moquait jamais de l'attirance évidente qu'elle avait pour lui. Dès le premier baiser, elle se sentit chaude contre lui, ferme, ouverte. Nul besoin de se presser. Elle le savait tendu, préoccupé par toutes les questions qu'il se posait à longueur de journée. Elle avait plus encore envie de le chouchouter que de passer à l'acte. Le serrant dans ses bras, elle prolongea l'instant du premier contact, le laissant lui caresser ses seins replets, agacer ses tétons roses de rousse irlandaise. Elle commençait à s'intéresser l'air de rien à son sexe en rampante érection. Il s'abandonna. Dans ces moments, il était à elle. Elle était transportée d'un élan d'amour indescriptible. Elle ne pourrait jamais le lui exprimer par des mots. Il ne comprenait que ses caresses, son Jean-Jacques. Il avait à son égard une approche douce et attentionnée, taquinant ici, caressant là, pétrissant une cuisse offerte, léchant tout ce qui passait à sa portée, prétendant vouloir donner plutôt que de recevoir. Elle se glissa bientôt sous les draps dans un but qu'elle croyait inavouable, arrivée exactement là où elle savait que le coquin voulait la conduire. Elle se rassasiait de l'appareil de son compagnon avec l'évidente intention de le faire grandir encore. Par 2 fois, elle sentit qu'il avait dû faire appel à tout le self-control dont elle le savait capable pour ne pas planter là sa semence. Mais elle voulait d'abord le prendre dans ses bras. Elle désirait qu'il l'aime en véritable amoureux, qu'il s'enfonce dans son ventre de la façon la plus conventionnelle qu'il soit. Elle voulait avoir le goût de sa bouche sur ses lèvres et le plaisir de ses baisers sur ses seins dodus. Elle l'aimait. Elle l'aimait jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de bouger en elle pour provoquer son ultime orgasme. Elle l'aimait. Elle tirait un plaisir indicible de toutes ses attentions. Bientôt, Jean-Jacques perdit complètement le contrôle de lui-même et se laissa mener par la sorte de danse du ventre intérieur qu'elle lui faisait subir. Elle était au ciel, pleurant et riant à la fois, détestant l'idée que cet amour ne soit que temporaire, essayant de ne conjuguer le temps qu'au présent. Les événements de la journée de Jean-Jacques n'étaient pas étrangers à cette soif d'amour et de câlinerie qui l'avait conduite à une si merveilleuse entente charnelle. Les énormes points d'interrogation qu'avait causé la lettre de Trindex étaient un motif suffisant à cette quête de tendresse et de détente. Rasséréné, il s'endormit sans crier gare dans ses bras. Elle n'osait pas bouger de peur de perdre cet instant si rare. Elle pleurait secrètement, le serrant sur sa poitrine. Elle n'arrivait pas à se laisser bercer par des rêves d'avenir avec lui, mais n'aurait pour rien au monde fait cesser cet amour impossible. Comme une enfant, elle s'assoupit enfin, une larme séchée au coin de l'œil. Réveillé en sursaut à 3 heures du matin, Jean-Jacques s'esquiva en catimini, bien décidé à ne pas trop en faire pour ne pas rompre l'équilibre précaire de leur amour secret.